bien, merci Bozali Ebele, Bokolanda Bisso sur Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Naïb Sarabino toujours confiance et fidélité. Oyo Bozala Kanayango, na chaîne Oyo Tchamaloba officiel. Ne pe Sarabiso courage, na équipe Mobimba. To servir Bino, na Tanyoso. Oyo Bokozila Bisso, to servir Bino. Zalinga Iwa Bino, Gradimouya. Autrement dit, le fils de la promesse en direct, il y a République démocratique du Congo et pas Iwa Pinamokolo Yalelo, Toye Lissousou, Liboso ya ba télévision na bino, Liboso ya ba tablette, Liboso ya ba ordinateur, Pona Kobanana nous souhaiter bino, bon début de la semaine, Bisika Banso, Oebokolanda Biso, vous allez partout dans le monde, vous allez en Afrique, vous allez en Asie, vous allez en Amérique, vous allez partout, vous allez en Biso, pourquoi pas, Bande Konabiso ya Beni, Oyo, Bazali pe kolanda biso na ngonga Oyo, parti nyonso ya Est, ya République démocratique du Congo, tozali elongo na bino, toko lela, toko bunda, toko luka biyano, ba solution ensemble, et ba susupe bazali na kati ya balo sambo, ba mapinga na biso FARDC, bazali na bitumba, ba simbi mandoki, biso pe, media tozali wana, pona ko soutenir bino, bandeko nyonso o bozali na Est, boko bunda, boko lela, boko kufa, boko zala violé, boye bake, même biso na kati ya capital, to tiki bino te, to zali na bino elongo, et to ebi ke elonga, ezali na ngambo na biso, parce que FARDC, ezo sala mosala na yango ndenge sengeli. Alors na mokolo ya lelo, to eko proposer bino, élément moko oyo, mokambi ya IGF, na kombo ya Gilles, Alingeti, akedaki bongo kopesa ba détail, na contrat oyo, et outi kozala, renouvelé, il y a 6 communes, vous voyez que mokolo ya, jeudi 14 mars 2024, Mokondi Amboka, qui est bon présider, renouvellement, il y a contrat, il y a 6 communes entre République démocratique du Congo, na société, il y a chinois, société chinoise, qui ko renouveler contrat, on a Mokolo ya jeudi, alors, Bakongomani ebele bakoye bate mozindo ya contrat wana ndebo ndeko Gilles Alingeti o azali bongo liso ya mokonzi ya mboka akendaki bongo kopesa ba détail sur contrat wana. Alors toko tikela bino bolanda comment est-ce que mokonzi ya IGF apesa ki ba détail ya contrat wana to sengi bakongomani nyonso bolanda yango malamu pona ko éviter ba interprétation ya mabe pona ko éviter o ezali ba communication ya mabe o bande ko belé ba koma ko pesa na ba réseaux sociaux et singela ko landa tia malobo officiel parce que awa to pesa rabino ba information fiable to pesa rabino ba information sûre alors to sengi na bino bolanda ba détail oyo et ngai na bino to kutani prochainement toujours on a même chaîne et bolembate ko s'abonner na ba o nano ba s'abonner te bo s'abonner et belé pour bo manquer ata élément mon côté oyo kotala biso ba kongomani oyo kotala ba de père et des mères. Alors, merci na peñel mon pitao azalaki bongo nasima ya caméra et ngai na binu tukutani prochainement toujours dans la même chaîne Tcha Maloba officiel. Alors, portez-vous bien. Au revoir. À très très bientôt. Les habitants de Kinshasa et les environs. Alain Badianyama Coaching organise ce dimanche 24 mars 2024 dans la salle Showbuzz à Kinshasa Gombe, référence ambassade de France, la 2e édition Oracle sur Kinshasa. En collaboration avec les serviteurs des dieux du Congo démocratique. Orateur, apôtre Alain Badianyama, l'un des fils de Aldi Nabala, avec comme thème Mystère des saisons. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Des finances, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé le jeudi 14 mars 2024 la cérémonie de la signature du contrat minier renégocié entre l'État congolais et un groupement des entreprises chinoises. Et c'était après un constat de déséquilibre financier. Ce contrat, il faut le signaler, a été signé en 2008, donc ça va faire un peu plus de 15 ans. Alors,
Quel a été l'apport de l'inspection générale de finances pour obtenir la renégociation du contrat SICOMINO? Et à part cela, quel autre bilan peut-on faire de l'IGF? Eh bien, nous avons le réel plaisir de recevoir l'inspecteur général, chef de service, Jules Alinguete. Je peux même ajouter le gendarme financier de la RDC. Bonjour, monsieur Alinguete. Bonjour, madame. C'est un réel plaisir pour nous et merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci. Alors, ça a été comme un long processus. On peut citer les étapes. Enquête, rapport, mémorandum d'entente et puis la signature de l'avenant. Est-ce qu'on peut connaître quel a été l'apport de l'IGF? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Je voudrais, pour la petite histoire, rappeler comment tout a commencé. Au mois de juin 2022, je suis allé voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour lui faire part des constats d'une mission de l'inspection générale des finances, une mission de routine de contrôle des exonérations, la mission qui nous a renseigné sur un sérieux problème en ce qui concerne l'application de la Convention du 22 avril 2008 liant la République démocratique du Congo avec un groupement d'entreprises chinoises. La mission a fait état de situations inacceptables. Et le chef de l'État, qui était très attentionné à ce rapport que je lui ai fait, a donné des instructions fermes à l'inspection générale des finances pour entamer une mission d'évaluation de cette convention afin de lui faire rapport. Pendant 4 mois, près de 12 inspecteurs des finances ont fait sur les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, une mission d'évaluation de la convention du 22 avril 2008, convention appelée SICOMINO, minerai contre infrastructure. Et à la fin de l'année 2022, l'inspection générale des finances a rendu ce rapport, bien sûr après avoir présenté au chef de l'État qui l'a adopté. Et les conclusions de ce rapport étaient qu'il y avait un déséquilibre très criant en termes de répartition d'avantages et de gains entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises et qu'il y avait une nécessité absolue qu'il y ait un rééquilibrage. Le chef de l'État a adopté ce rapport et nous le remercions sincèrement parce que dès qu'il a reçu le rapport, il s'est personnellement impliqué pour que le processus de renégociation soit entamé. Quand l'inspection générale des finances a rendu ce rapport, vous vous rappellerez, beaucoup de nos compatriotes n'avaient pas cru aux éléments aussi criants que l'inspection générale des finances avait mis sur la place publique en ce qui concerne la répartition des gains financiers. Beaucoup croyaient que c'était des simples brouilles alors qu'on était face à une réalité. Le chef de l'État s'est impliqué, il a mis en place une commission de renégociation. Nous en profitons également pour dire un grand merci au cabinet du chef de l'État qui a pris les choses en main. Et nous sommes arrivés à la conclusion des négociations, conclusion qui avait été présentée préalablement à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui les avait validées. Et à l'issue, après cette validation, donc acceptation de ces conclusions, il y a un mémorandum d'attente qui a été signé entre les deux parties. En fait, le mémorandum d'attente, c'est un document signé par des négociateurs, des personnes qui étaient appelées à négocier. On a eu une grande commission, mais on ne négocie pas à 160 personnes. Il y a une grande commission qui réfléchit, mais par la suite, il y a un groupe restreint, des gens qui devaient négocier presque chaque jour avec la partie chinoise. Ce groupe restreint était conduit par le directeur du cabinet du chef de l'État, M. Guilain Niembo. Il y avait le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières, M. André Wameso. Il y avait son Excellence, M. le ministre d'État, ministre des ITPR,
Alexis Guissaro. Il y avait l'inspection générale des finances représentée par moi-même et mon adjoint. Il y avait le directeur général de la GECAMINE. Il y a monsieur Chemo, qui est le directeur général de l'agence de suivi des projets sino-congolais. Et il y avait M. John Doubi, qui est conseiller spécial du chef de l'État en matière de projets et de suivi des contrats de collaboration. Donc voici les groupes restreints. J'ai oublié madame le directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques administratives, madame Kourou-Boatia. Donc voilà, c'est ces groupes-là qui étaient en fait un groupe restreint de négociations. Donc à la fin des négociations, comme j'ai dit, nous avions fait les rapports à son Excellence Monsieur le Président de la République, rapport qui a été adopté, il a autorisé que le mémorandum d'attente soit signé. Le mémorandum d'attente, c'est un document que les négociateurs attitrés des deux parties signent pour dire qu'on est arrivé à la fin et après le mémorandum d'attente, on doit maintenant passer à ce qu'on appelle la convention elle-même ou l'avenant, parce que la convention ou l'avenant, c'est un document juridique qui doit être signé par des personnes qui ont la compétence d'engager la République. Voilà pourquoi le mémorandum d'attente a été signé par des négociateurs et l'avenant devait être signé par les membres du gouvernement avec la partie chinoise. Mais le contenu de ces deux documents reste le même. Le 14 mars 2024, c'était la cérémonie officielle de la signature de l'avenant numéro 5 de cette convention. Pourquoi l'avenant numéro 5? Parce que depuis 2008, cette convention a été révisitée 4 fois. Mais les 4 fois, c'était à l'initiative de la partie chinoise qui, chaque fois, modifiait la convention pour tirer les avantages de leur côté. C'est pour la première fois depuis que cette convention existe qu'elle venait d'être renégociée à l'avantage de la partie congolaise. Et donc c'est le 5e avenant qui a été signé par 4 membres. Une victoire pour l'IGF également? Non, c'est tout d'abord une victoire pour son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est lui qui a donné des instructions pour l'évaluation de la convention et pour la renégociation. C'est une satisfaction pour lui et pour nous. Les instruments de la République, la direction du cabinet, les membres du gouvernement, pour avoir été associés à ces travaux, c'est aussi une satisfaction pour nous d'avoir donné à la République cet avenant. Mais comment avez-vous procédé, puisque au départ, d'après certaines sources, l'IGF n'avait pas assez de documents pour faire son rapport, pour démontrer qu'il y avait un déséquilibre financier? Vous savez, madame, les malheurs de notre pays, c'est d'avoir parfois des gens qui sont parfois dans la gestion publique, qui sont parfois autour du pouvoir, mais qui ont des comportements un peu comme des sorciers. L'inspection générale des finances a fait un travail très fouillé. Vous pouvez imaginer, les inspecteurs sont des personnes formées en cette matière. Les rapports de l'inspection générale des finances étaient de plus de 300 pages documentés. Si ces rapports n'étaient pas fouillés, documentés, la partie chinoise n'allait pas accepter de se mettre autour d'une table pour des débats. Donc, les rapports de l'inspection générale des finances étaient très documentés, très fouillés. Mais malheureusement, il y a toujours dans notre pays des gens qui ont toujours les mépris pour le travail des autres. Ils veulent toujours que quand c'est eux, ils considèrent qu'ils font du bon travail. Quand c'est les autres, ils considèrent qu'ils ne font pas du bon travail. Mais nous, les plus importants, aujourd'hui, on est arrivé à un avenant qui est, au sens de l'inspection générale des finances, historique dans le cadre de cette convention qui va doter dans notre pays de beaucoup d'infrastructures. Oui, nous avons abouti à un avenant. Alors, que va gagner la RDC concrètement sur le plan financier et en termes d'infrastructures? Voilà, je peux vous donner 5 éléments essentiels de l'avenant qui a été signé par les membres du gouvernement et les groupements des entreprises chinoises représentées au plus haut niveau. Le premier grand élément que les Congolais doivent retenir, les niveaux des infrastructures que la République démocratique du Congo devait attendre de ces projets était initialement prévu à 3 milliards de dollars américains. Quand nous étions en train de faire la réévaluation de la convention, déjà pour les 15 années passées,
les financements obtenus par la République démocratique du Congo étaient à 1,2 milliard de dollars, qui est d'ailleurs difficilement retraçable sur le terrain parce que ça pose de sérieux problèmes sur l'évaluation, corruption et tout là-dedans. Donc il nous restait dans le cadre de ces projets 1,8 milliard d'infrastructures obtenues. Et c'est 1,8 milliard qui nous restait. C'est 1,8 milliard n'était même pas assorti de contraintes ou de délais. Avec la renégociation, la République démocratique du Congo a obtenu de porter le chiffre de 1,8 milliard qui restait à 7 milliards de dollars américains. Et ces 7 milliards de dollars américains en termes d'infrastructure représentent à peu près 6 000 km de routes. Pour votre information, les réseaux routiers de la République démocratique du Congo est composé de 152 000 km de routes. Et sur les 152 000 km de routes, nous n'avons que 3 200 km de routes asphaltées. Dans tout le pays, toute la République démocratique du Congo, nous avons 3 200 km de routes asphaltées, soit à peu près à 3% de notre réseau routier. Mais avec ces projets, avec ce qui vient d'être fait avec cet avenant, la République démocratique du Congo va bénéficier pour les 15 années qui viennent d'un réseau de plus de 6 000 km de routes asphaltées. Vous voyez, donc ça porte notre réseau routier de 3 200 aujourd'hui à près de 9 000 km de routes asphaltées. Deuxième élément important de cet avenant, c'est que quand on a commencé à exploiter Sikomine, on a créé un barrage appelé barrage Boussanga qui produit aujourd'hui 240 mégawatts d'électricité avec un chiffre d'affaires de près de 200 millions de dollars par an. Mais ce barrage qui a été construit avec les fonds de Sikomine était la propriété des sociétés chinoises et un groupement des Congolais dont personne n'arrive aujourd'hui à identifier qui réellement étaient ces Congolais-là. Alors avec les travaux de renégociation... Est-ce que vous n'avez pas identifié ou vous refusez carrément de citer les noms? Parce que c'est ça que la population attend. C'est que les gens doivent retenir, ce barrage-là a été pratiquement contribué en forme de société d'électricité qui gère le barrage de ça à 40 MW. Et c'est la société Psycho-Hydro. Cette société était la propriété des Chinois et d'un groupe de Congolais non autrement identifiés. Alors, à l'issue des négociations, nous sommes arrivés à arracher la copropriété de cette société et de ces barrages dont la durée de vie est au-delà de 100 ans. Donc désormais, à partir de la signature de l'avenant, la RDC est devenue propriétaire de ces barrages à 40% et la partie chinoise à 60%. Mais alors, c'était comment la répartition dans l'ancien Congo? Le Congo n'était pas là. C'était l'affaire des Chinois et ces compatriotes que moi j'ai toujours qualifié de fils égarés qui ont permis de se servir des documents de la République. Maintenant, on a récupéré les barrages. La RDC aura 40% d'action et la RDC aura l'opportunité de déplacer un directeur général adjoint qui va gérer cette société de l'électricité avec des administrateurs au niveau du conseil d'administration et quelques directeurs. Et ça fait 200 millions de dollars de chiffre d'affaires par an que la République démocratique du Congo vient de récupérer par sa participation. Ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, l'avenant a instauré le système de paiement des royalties au fil du gouvernement congolais. Chaque année, le gouvernement congolais va percevoir 1,2% sur le chiffre d'affaires de la Sikomine comme une royalty avec son compte général du Trésor. Et la Sikomine a aujourd'hui un chiffre d'affaires de près de 2 milliards de dollars américains par an. Et si vous prenez les 1,2% du chiffre d'affaires, ça fait 24 millions de dollars que le gouvernement va bénéficier via le compte général du Trésor. Troisième élément important, c'est le rééquilibrage des responsabilités au sein de la gestion de la société Sikomine. Avant l'avenant,
il avait été constaté que la République démocratique du Congo avait un DGA au niveau des 6 communes et 3 administrateurs. Mais tous étaient des figurants. Les DGA n'avaient aucune responsabilité. Quand le DG n'est pas là, il n'avait même pas d'intérim. C'était un directeur chinois qui était en train de faire l'intérim du DG en présence du DGA. Et les 3 administrateurs étaient également des figurants au conseil d'administration. Ils n'avaient pratiquement aucune décision. Mais avec l'avenant, on veut rééquilibrer les responsabilités au sein de la gestion des 6 communes. La République démocratique du Congo aura désormais un DGA et dans l'accord, dans l'avenant, il est dit que les DGA remplacent automatiquement les DG quand il n'est pas là. Donc on a renforcé les pouvoirs des DGA et qui même aura ce qu'on appelle la co-signature avec les directeurs généraux en ce qui concerne les opérations. Donc le DGA, c'est un poste qui va revenir à la pratique congolaise. C'est un poste qui revenait toujours à la pratique congolaise, mais là, la personne qui l'exerçait n'avait aucun pouvoir. C'est le pouvoir qui vient de renforcer avec la LANA. On a créé aussi un poste de directeur commercial qui va revenir à la RDC pour permettre à la RDC de superviser la commercialisation des minerais des 6 communes. Vous savez, le directeur commercial, c'est lui qui prépare les contrats de vente et puis tout. Donc, c'est pour nous permettre au fait d'avoir un regard sur la commercialisation des minerais des 6 communes. C'est poste créé et confié à la République démocratique du Congo. On a créé un poste de directeur financier adjoint, parce que le directeur financier revient à la Chine, le directeur financier adjoint va revenir à la RDC, un poste qui n'existait pas, pour permettre à notre pays aussi d'avoir des informations sur la gestion financière de ces communes. On a aussi créé un poste de directeur technique adjoint qui n'existait pas. Il y a quelques postes de directeur technique qui revenaient aux Chinois. On a créé un poste de directeur technique adjoint pour permettre aussi le transfert des technologies au Congolais de s'imprégner de cette bonne technologie de la production de minerais. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été changées, vous pensez? Voilà, il y a, ça c'est le 4e élément. 5e élément que nous estimons également important, avant toute la production, avant l'avenant, toute la production de la 6 communes, soit près de 250 000 tonnes de cuivre étaient vendues par la 6 communes, par les Chinois et à des clients chinois. Nous n'avions aucune maîtrise de ces situations. Mais avec la planète, il vient d'être établi, il vient d'être restauré, que la GECAMI, qui est partenaire des Chinois au sein de ces communes et représentant la RDC, va commercialiser 32% de la production de la 6 communes. Et concrètement, les choses vont se passer de manière assez que la GECAMI, qui a 32% de la commercialisation de produits, va chercher un client. Les Chinois qui ont 68% de la commercialisation des minerais vont chercher un client et l'ensemble de la production sera vendu au client qui va donner les meilleurs prix. Voilà, ça aussi c'est un changement. Et enfin, je voudrais également noter ce que les gens payent. Avant la signature de cet avenant, toutes les recettes d'exportation des 6 communes restaient à l'extérieur. Donc tous les dégâts des chiffres d'affaires de la 6 communes restaient à l'extérieur, ne rentraient pas en République démocratique du Congo. Mais avec ce qui vient d'être fait, donc la 6 communes, les partenaires dans l'affaire ont reconnu la nécessité de respecter les lois de la République démocratique du Congo en matière de rapatriement des devises. Donc désormais, une partie des devises d'exportation des 6 communes va rentrer dans notre économie pour permettre qu'il y ait des devises. Vous savez, on a aujourd'hui des sérieux problèmes d'échange, c'est notamment la carence des devises dans le système financier de notre pays qui amène à cette situation. Donc voilà autant de choses. Et le tout dernier élément important, c'est que les parties se sont convenues de faire une certification des réserves minières exploitées par 6 communes. Aujourd'hui, nous sommes tombés d'accord, nous sommes des partenaires, nous regardons dans la même direction. Donc il y a d'autres qui pensaient que ça allait nous amener vers une crise ou que l'inspection générale des finances était en train de pousser la RDC à une crise avec la Chine, tel n'était pas le cas. Et je pense que
les négociations étaient menées dans le cadre des amitiés entre les deux pays. Vous allez vous rappeler que notre chef de l'État est allé en visite officielle en Chine dans le cadre d'une coopération générale, dans le cadre des amitiés entre les deux pays, prioritairement, et les dossiers SICOMINE avaient été aussi évoqués. Donc nous allons travailler dans cet esprit-là d'amitié entre les deux pays, ce qui fait qu'on est arrivé à des conclusions. Aujourd'hui, nous avons un accord gagnant-gagnant. Le groupement d'entreprises chinoises gagne dans ce qui est fait et la République démocratique du Congo aussi gagne. Mais vous devez comprendre que quand il y a une négociation, il y a des moments où on hausse les tons de part et d'autre et tout ça. Ce sont des choses qui arrivent dans les négociations, c'est ce qui a été fait le plus important aujourd'hui. Nous regardons dans la même direction, tous les partenaires impliqués regardent dans la même direction, dans la satisfaction avec la satisfaction de notre chef de l'État. Renégociation, oui, mais le grand problème restera l'exécution. Alors quels sont les mécanismes qui sont mis en place justement pour ne pas retomber dans les anciens erreurs? Il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour éviter que nous puissions retomber dans les erreurs du passé, notamment chaque année, au mois de juin, les deux parties vont se retrouver pour évaluer ce qui est fait en termes d'infrastructure par rapport à 400 km prévus. Donc, les parties vont se retrouver, la présidence du gouvernement, l'agence de suivi des travaux, la CGT, le ministère des Intérieurs, l'inspection générale des finances aussi est membre, pour évaluer l'exécution de l'accord. Qu'est-ce qui a été fait en termes de financement et pourquoi on est à ce niveau-là. Ça, c'est un premier élément. Et puis, vous devez également noter que l'inspection générale des finances ne laissera jamais cet accord déraper. Nous aurons toujours de temps en temps à regarder comment les choses se déroulent pour garantir les intérêts de la République démocratique du Congo. Mais il y a un élément important que nous avions également demandé, c'est au fait le placement des personnes responsables dans l'exécution de cet avenant. Les personnes responsables, je veux dire quoi? Au niveau de la répartition des responsabilités au sein des SICOMINE, les DGA, les directeurs commerciaux, les administrateurs. Si nous avions échoué avant, c'est parce que nous n'avions pas de personnes responsables, permettez-moi de vous le dire. Et nous avions martelé aujourd'hui que les personnes qui seront appelées à représenter la République démocratique du Congo à tous ces postes de responsabilité soient rigoureusement sélectionnés pour que nous ne puissions plus perdre les avantages. Aussi, dans l'exécution des travaux, il y a aujourd'hui la CGT qui est là, les BTC pourraient être associés également dans le suivi des travaux. Et nous aussi, nous pensons qu'il s'agit des moyens de l'État et nous aurons toujours de temps en temps à aller fouiner là-bas pour regarder si les choses se passent dans de bonnes conditions. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déjà répondu à cette question en disant cet argent sera utilisé sous un regard bienveillant de l'inspection générale des finances qui constitue son service aujourd'hui de surveillance de l'utilisation des fonds publics. Donc c'est autant dire que personne aujourd'hui n'est disposé à laisser encore que nous puissions retomber dans les erreurs du passé. Là, c'est dans l'avenir. Oui. Mais parlons du passé. Oui. Comment la RDC va faire pour récupérer son argent perdu? Oui, pour ce qui est passé, je vous ai dit que on avait déjà sorti près de 1,2 milliard pour le financement des routes. L'inspection générale des finances avait fait un travail pour voir les 1,2 milliard à quoi ça servit. Nous vous avons donné beaucoup d'éléments là-dessus. Par exemple, les tronçons de route qui va de l'avenue Saint-Louis, croisement boulevard Lumumba, jusqu'à arriver sur 24. C'est un tronçon de moins de 6 km, mais qui a coûté autour de 40 millions de dollars. C'était de la surfacturation, les gens se sont servis. Il y a le boulevard du 30 juin qui est de 9 km de Kitambo jusqu'à la gare centrale qui a coûté 70 millions de dollars pour 9 km. Vous voyez, donc nous avions fait un travail pour tout ce qui a été présenté comme travaux sur les 1,2 milliard. Nous avions constaté qu'il y avait de la surfacturation, il y avait de la corruption, il y avait de la prédation. Ces rapports avait été envoyé au niveau des
du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour des personnes que nous avions estimées qui relevaient de cette juridiction, et un autre rapport avait été envoyé auprès du parquet général près la cour de cassation pour des personnes que nous estimons que c'est la cassation qui devait s'en occuper. Notre rôle, l'inspection générale des finances, se limite là, de faire les constats, de faire les rapports et de saisir les autorités habilitées pour qu'elles, à leur tour, puissent prendre les relais. Donc, si vous voulez savoir la suite, je pense qu'il faut aller poser la question aux autres. Nous avions fait notre travail. Revenons sur les 7 milliards que va maintenant bénéficier la RDC pour les infrastructures. Comment va se passer la gestion? Est-ce que ça sera intégré dans le budget de l'État? Non, ce n'est pas des fonds qui arrivent au budget de l'État. Le mécanisme, c'est que SICOMIN disponibilise les moyens. Comme pour cette année, il y a près de 650 millions de dollars disponibilisés. On dit voilà, l'argent est là. Et maintenant, il faut passer par les travaux. Les ministères des ITP, avec la CGT, ils vont travailler conjointement avec l'agence de suivi des projets sino-congolais pour sélectionner les routes, les tronçons, les routes qui doivent être construites, faire l'évaluation des coûts et présenter aux Chinois les entreprises qui doivent faire les travaux de manière à ce que les Chinois payent directement ces entreprises-là. Donc, pour le moment, les prévisions, rien n'a encore été totalement adopté. Je pense que d'ici un mois, il y aura un lancement des travaux à Kinshasa, à l'intérieur du pays, dans le cadre de ces projets, pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas en train de parler de projets, nous sommes en train de parler des choses qui se matérialisent maintenant. Donc, dans moins de mois, il y aura lancement des travaux. On vous entend parler, quand vous parlez des infrastructures, vous limitez aux routes. Est-ce que, parce que dans l'ancien contrat, il y avait les routes, chemins de fer, centres de santé, hôpitaux. C'est aussi un changement parce que avant, tout ça a été prévu, chemin de fer, hôpitaux, terrain de football, et c'est ce qui a permis à ce que dans l'évaluation, qu'on ne puisse pas se retrouver. On vous dit qu'on a fait un terrain à Ituri, à Goma, on a fait tel chemin de fer, on a fait tel. Cette fois-ci, ces 7 milliards, c'est uniquement pour les routes nationales. Et je dis bien les routes nationales. Uniquement. Et ça permet tout d'abord une évaluation. Et quand on prend une route, on reste sur la route jusqu'à la terminer. À titre exemplatif, la commission qui est en train de travailler et qui a reçu les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, prévoit déjà pour le lancement des travaux un certain nombre de routes nationales qui doivent être financées dans moins de mois dont les travaux doivent être lancés. Il y a notamment la route qui quitte à Kinshasa, qui quitte Mbudi, qui passe par Lipen, qui passe aussi par Télécom, qui Mwenza, Djibouti et qui sort par l'avenue Nzoku dans la commune de Massina. Il y a une autre route qui est prévue, qui va longer le fleuve jusqu'à l'aéroport. Et ça, c'est pour pratiquement désenclaver ou régler les problèmes de circulation dans la ville de Kinshasa. Il y a une autre route qui est prévue, qui partirait de Mbujimayi, Mweneditu, Kamina, Kanyama, Kamina et Luena et puis Mouba. C'est une route de près de 800 km qui permettra en fait de relier la province de Lualaba avec les Hauts-Lomami et les Kassai. Et quand vous arrivez à Mbujimayi, déjà aujourd'hui on est en train de faire la route Mbujimayi-Kananga, ça signifie que vous arrivez facilement à Kananga, Chikapa, et vous prenez la route Kikuti, vous arrivez à Kinshasa et vous pouvez descendre vers Banana. Donc ça permettra de régler ces problèmes-là. Ça c'est aussi retenu dans les prévisions qui sont en train d'être faites. Et il y a une autre route qui va quitter Mbujimayi, qui va passer par Kabila
et pour rejoindre Kindu, Bukavu et Goma. Et ça, c'est pour relier le centre du pays avec l'Est. Enfin, il y a une route qui tient beaucoup à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui est au niveau du Grand Équateur, la route au niveau de Akula. Donc c'est une route autour aussi de 400 km que le chef de l'État tient vraiment à ce que ça puisse faire partie des routes qui seront rapidement financées dans le cadre de ces fonds que la République démocratique du Congo vient d'avoir. Et comment se fera le choix dans l'exécution de travaux de ces infrastructures? Oui, il y a les entreprises chinoises et les entreprises congolaises. Et cette partie-là aussi avait fait l'objet des discussions lors des renégociations. Donc il y a les entreprises chinoises et les entreprises congolaises vont se mettre ensemble pour travailler. De manière à ce que si on prend un tronçon, on peut aligner 6 entreprises, on met 3 entreprises chinoises et 3 entreprises congolaises. Et ça, c'est pour rapidement terminer la route. On ne donne pas un tronçon à une même entreprise. On met 6 entreprises, par exemple, sur un tronçon de 60 km. Chacun fait 10 km, 10 km. Au bout d'une année, on peut terminer. Donc, il y aura ces mixages-là des entreprises chinoises et des entreprises congolaises. Les entreprises chinoises vont travailler sous la responsabilité de la partie chinoise et les entreprises congolaises travailleront sous la responsabilité du ministère des ITP et de la CGT. Alors c'est vrai, vous avez peut-être effleuré cela, mais là je pose maintenant une question clairement. Est-ce que les responsabilités dans la mauvaise exécution de ce contrat ont-ils été établies? Bon, vous savez, ça vous êtes en train de parler du passé. C'est pour cela, moi, j'ai dit toujours, aujourd'hui, nous devons tout faire. Parce que c'est de ce passé-là que la population J'ai dit toujours qu'il faut que nous puissions mettre en place des systèmes de contrôle qui évitent que les gens puissent commettre des irrégularités pour les pourchasser par la suite. C'est ça l'intérêt, au fait, de la mission que nous avons aujourd'hui à l'inspection générale des finances, de la surveillance au quotidien des opérations de l'État, que nous qualifions de la patrouille financière. Parce que le contrôle a posteriori des opérations déjà passées, ce contrôle-là a suffisamment démontré ses limites. Quand vous contrôlez les choses passées, les gens ont déjà ces moyens entre leurs mains, ils ont une très bonne capacité de les manipuler sur le plan politique et sur tous les plans. Et ça pose des problèmes. Je vous ai dit que nous avions fait un rapport sur la surfacturation et la corruption et tout ce qui a eu comme problème dans l'utilisation de 1,2 milliard que Sicomine avait disponibilisé pour la RDC. Vous avez suivi d'ailleurs des gens qui tentaient de justifier, par exemple, l'avenir tourisme, qui est l'avenir derrière les grands Tchati, une avenue de moins de 10 km, mais qui a été financé autour de 40 millions de dollars. Allez passer aujourd'hui sur cette avenue-là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pratiquement plus rien. Et rien n'a été fait. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il faut mettre en place des mécanismes pour surveiller au quotidien l'utilisation des fonds publics au lieu de venir constater des dégâts et commencer à faire des rapports et courir derrière des réparations qui n'arrivent presque pas. Après la signature de mémorandum d'entente en janvier, vous avez tenu une conférence de presse et une session de restitution avec la société civile pour donc vous comptez. Comment comptez-vous maintenant maintenir cette transparence après la signature de... L'inspection générale des finances est en partenariat avec la société civile depuis longtemps. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de l'inspection générale des finances, nous avions compris que pour faire avancer l'implémentation de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption dans le pays, il fallait mettre en place un certain nombre d'instruments de travail, notamment des partenariats avec la société civile pour faire une synergie d'action dans le cadre de la lutte contre la corruption. Il y a la communication, d'aucuns ont qualifié qu'on était dans une surcommunication. Aujourd'hui, les gens comprennent que la communication
communication est une stratégie de lutte contre la corruption. Je l'ai toujours dit, les prédateurs, les voleurs ont besoin toujours de voler et de garder une dignité. Alors il faut aller les frapper dans les cœurs de leur orgueil. Voilà pourquoi même la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption recommande aux organes qui sont dans la lutte contre la corruption de communiquer les résultats de leurs rapports. Et ça, nous allons tenir à les faire. Nous communiquerons toujours les résultats de nos enquêtes en ce qui concerne le détournement des deniers publics pour dissuader ces prédateurs-là à continuer à poser des actes qui nuisent à l'avenir de tout le monde. Donc nous allons continuer. Donc je disais que c'était une deuxième stratégie, la communication. Et une autre stratégie que l'inspection générale des finances a mis en place, c'est au fait l'activation des contrôles a priori, appelés la patrouille financière, pour talonner au fait la gestion publique au quotidien afin d'éviter des actes d'irrégularité. Ça aussi, ça gêne beaucoup de gens qui ont l'esprit de prédation avec eux, qui parlent parfois malencontreusement des co-gestions. Il ne s'agit pas de co-gestion, il s'agit effectivement de préserver les intérêts du peuple congolais. Il s'agit de les empêcher de commettre des irrégularités pour que le pays puisse aller de l'avant. Puisque vous parlez déjà de la patrouille financière, donc parlons également du bilan de l'IGF, on peut prendre depuis 2020, depuis que vous avez été nommé jusqu'à ce jour. Alors, quels sont les résultats concrets de cette patrouille financière que vous avez eu à instaurer? Parfois, il est malaisé de faire soi-même son bilan, ce n'est pas toujours indiqué. Et nous préférons que les personnes correctes, honnêtes et neutres puissent donner les bilans de ce que nous avons fait comme travail. Mais je veux que vous puissiez retenir que l'inspection générale des finances était le premier service que le chef de l'État avait décidé de redynamiser. Lorsqu'il a décidé de mener la lutte contre la corruption dans le pays, le président de la République a tout d'abord redynamisé l'inspection générale des finances, suivi de la Cour des comptes, des Sénaref et des autres. Donc, nous sommes le fils aîné de la redynamisation de la fonction contrôle à la République démocratique du Congo. Et depuis 2020, le mois de juin, que la nouvelle direction de l'inspection générale des finances avait été mise en place, je pense que nous avons eu des missions. La première mission, c'était l'implémentation de la bonne gouvernance publique. La deuxième mission, c'était lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. En ce qui concerne la lutte contre les antivaleurs, je peux me résumer à un indicateur incontestable pour tout le monde. De 2020 à 2023, la République démocratique du Congo a gagné 10 places dans le classement, l'indice de lutte contre la corruption sur le plan international. Le rapport n'est pas de l'IGF, n'est pas de la RDC, mais c'est de Transparency International, l'ONG de notoriété internationale reconnue par tout le monde, qui publie les classements de tous les pays du monde en matière de lutte contre la corruption. Donc, si vous regardez ce rapport qui a été publié il y a 2 mois, la République démocratique du Congo de 2020 ou de 2019, lorsque le chef de l'État arrive au pouvoir, à ce jour, notre pays a gagné 10 places. Retenez, en 2019, nous étions 172e pays sur 186 en matière de lutte, donc derrière nous, on a laissé 14 pays. Aujourd'hui, nous sommes 162e sur 186, donc nous laissons quand même 24 pays derrière nous. C'est un long chemin parce que la corruption, les antivaleurs étaient déjà dans l'ADN de l'homme public congolais. Et vous savez, nous sommes dans un pays où, dans chaque famille, lorsque vous avez un DG, un ministre, c'était la fête. C'est comme si quelqu'un venait de réussir un examen d'État, on mettait des poudres et tout. C'est tout simplement pour dire, c'est le tour de la famille de s'enrichir. Alors quand on est dans une telle société, lutter contre la corruption, tout d'abord, était un travail très difficile. Il fallait sensibiliser la population à comprendre que les antivaleurs, les détournements, la corruption constituent un frein pour le développement collectif. Donc il fallait faire ce travail-là. À notre point de vue, gagner 10 places en 3 ans
Il faut dire que la RDC a fait des efforts énormes et l'inspection générale des finances y a également apporté sa part de contribution dans cette avancée. Deuxièmement, en ce qui concerne l'implémentation de la bonne gouvernance, je pense que la mise en place de la patrouille financière par l'inspection générale des finances a permis de contenir beaucoup de prédateurs dans leur élan destructeur de notre pays. Et ça a permis également qu'aujourd'hui, partout où nous avions mis en place la patrouille financière, de voir les paramètres de gestion s'améliorer, de voir la trésorerie s'améliorer. Et je ne peux pas oublier que l'inspection générale des finances, par l'activation d'un contrôle rigoureux et sérieux, a participé également aujourd'hui à l'essor économique en termes d'augmentation des budgets, même si nous ne sommes pas un service mobilisateur de recettes directes, mais au travers des contrôles que nous avions déployés dans toutes les régies et pratiquement dans tous les secteurs économiques de notre pays, il y a eu un changement de comportement qui a contribué à l'augmentation du budget que nous avons aujourd'hui. Donc, je pense, à mon point de vue, que l'inspection générale des finances, pendant les 3 dernières années, a joué un rôle très important dans l'ordre qui devait venir dans la gestion publique dans notre pays. Prenons le cas d'un passé récent. Est-ce que l'IGF vous avez eu à déclarer ça, que vous avez l'IGF a pu bloquer près d'1,5 milliard dans différentes entreprises du portefeuille? Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Avec la mise en place de la patrouille financière, nous faisons des statistiques parce que nous sommes dans près de 48 établissements publics où nous mettons la patrouille financière, nous surveillons la gestion publique et nous participons à la validation des programmations des dépenses dans ces établissements. Et en 2023, nous avions dit que les dépenses irrégulières que l'inspection générale des finances a extirpées dans la programmation qui a été faite par les établissements publics était autour de 1,5 milliard de dollars américains. C'est-à-dire, si nous n'étions pas là pour valider les programmations et des dépenses, ces dépenses auraient dû être exécutées, c'est de l'argent qui serait perdu pour ces établissements. À cause de la présence de l'inspection générale des finances, cet argent a été préservé. Et c'est ce qui fait que quand vous prenez aujourd'hui la trésorerie des établissements publics, il y a une nette amélioration. Il y a des établissements publics aujourd'hui qui disposent de 800 millions de dollars de trésorerie, 300 millions de dollars de trésorerie, 100 millions, alors que par le passé, ces établissements publics étaient qualifiés de canards boités. Donc, c'était pour dire que la partie financière, le contrôle a priori, le contrôle de la programmation de la dépense publique dans les établissements publics a donné des résultats très appréciables pour notre pays. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien, mais on aimerait quand même savoir quelles sont les relations de l'inspection générale des finances et la justice congolaise. L'inspection générale des finances est un service public doté d'une personnalité, doté d'une autonomie administrative et financière. Elle relève de l'autorité directe du chef de l'État et elle fait son travail sous l'impulsion, les directives et les recommandations du chef de l'État dans le pays. Et l'inspection générale des finances est composée des autres inspecteurs qui ont la qualité d'officier de police judiciaire. Et quand vous êtes officier de police judiciaire, vous relevez également des procureurs près le tribunal de grande instance des ressorts où vous vous trouvez. Donc, pour le cas des inspecteurs des finances, nous avons également, en tant que PJ, nous avons une hiérarchie qui est la justice. Et dans ces cas-là, lorsque dans l'exercice de nos missions d'inspecteurs des finances, nous découvrons des cas infractionnels, nous sommes obligés de saisir les procureurs près le tribunal de grande instance de la Gombe ou le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, pour que les actions répressives soient déclenchées par les parquets. Donc voilà la relation que nous avons avec... Est-ce que vous êtes conscient qu'on vous accuse très souvent de ne pas respecter la présomption d'innocence parce que vous pouvez publier un rapport, mais vous présentez déjà ces personnes citées dans le rapport comme étant de coupables? Ce serait peut-être la cause
cause de vos relations difficiles avec certaines autorités? Oui, vous savez, généralement, quand l'inspection générale des finances publie ses rapports, vous allez voir dans notre site web, on ne cite pas les gens. On dit que dans tel service, il y a eu ça, dans tel ministère, il y a eu tel problème. On relève des cas que nous qualifions de présomption de détournement des deniers publics parce que la qualification définitive des détournements relève de la compétence de la justice. Donc nous parlons des présomptions de détournement des deniers publics et nous mettons notre rapport sur recommandation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Nous publions nos rapports. Mais ce qui arrive, c'est que les personnes, les concernés s'agitent toujours. Quand ils voient les rapports, ils savent que non, voilà, c'est nous qui sommes visés. Et c'est là qu'ils s'agitent et leurs agitations vont plus loin avec des complots, avec tout ce que vous savez. Mais vous devez savoir, madame, nous jouons un rôle très difficile comme service de contrôle. Personne ne veut être contrôlé. Nous sortons d'un système de libertinage. Nous sortons d'un système où chacun voulait se comporter comme vous voulez. Et nous, on dit aux gens, si vous ne voulez pas les contrôles, vous devez quitter la gestion publique, faites votre entreprise privée, personne ne viendra vous contrôler. Vous allez gérer ça avec vos tata, moissi, vos enfants, comme vous voulez. Personne ne viendra vous embêter. Mais quand vous venez dans les établissements publics, quand vous venez dans ce qui revient à tout le monde, vous devez accepter que vous soyez contrôlé. Donc, vous avez à faire le choix. Vous ne voulez pas de contrôle, allez créer vos entreprises, vos affaires privées. Personne ne viendra vous embêter. Vous payerez vos impôts, c'est fini. Vous gérez ça comme vous voulez, comme votre poche. Ça, c'est votre problème. Mais quand vous voulez gérer les biens collectifs, vous devez respecter les lois et règlements en la matière. Bon, alors, les gens nous accusent, mais nous jouons ce rôle-là. Qui aime les gendarmes? Qui aime les gendarmes? Personne n'aime les gendarmes, mais nous sommes des gendarmes financiers. On a le choix entre être complaisant et faire notre travail. Notre pays aujourd'hui a beaucoup souffert de la mégestion, de la corruption, des détournements. Les hommes politiques avertis de ces pays ont dit le Congo est détruit par la corruption. Rappelez-vous de Tien Tshisekedi quand il dit Mboka et Koufi Pona Moïbi. Donc c'est le vol, le détournement, la corruption qui a détruit notre pays. Alors, lorsqu'on vous confie la mission de lutter contre ces phénomènes, vous devez être très ferme pour bien vous acquitter. Et cette fermeté nous crée beaucoup d'ennuis et beaucoup de problèmes. Mais tant que nous sommes encore là, nous allons garder la même attitude, si pas renforcée. Que vous soyez mon fils, mon ami ou quoi, sur ce terrain-là de la mégestion, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les lois et règlements qui vont nous guider un point très, il n'y a pas autre chose. La matière est tellement abondante, mais je crois que nous allons peut-être terminer par ces questions. L'IGF a été créé le 15 septembre 1987. Exact. Aujourd'hui, l'IGF donne l'impression comme d'être une nouvelle institution avec des actions visibles. Est-ce que c'est la personne de Alinguete qui a bougé les choses? Un Alinguete qui ne sourit presque pas deux fois. Ah bon? Merci beaucoup. J'aimerais que vous puissiez retenir que l'IGF a été créé, comme vous l'avez dit, en 1987. Ce qui fait le changement aujourd'hui, c'est la volonté politique. Depuis toujours dans ce pays, il n'y a jamais eu une volonté politique de donner de l'ordre. Et quand nous sommes arrivés, nous avions notre arrivée à la tête de l'inspection générale des finances coïncidé avec une volonté politique ferme du chef de l'État de mettre de l'ordre dans la gestion publique. Et j'ai à vous dire, c'est lui l'artisan principal de l'ordre qui est en train de se mettre petit à petit dans la gestion publique de notre pays. Nous avions trouvé cette fermeté politique, cette volonté du chef de l'État de mettre fin à la corruption, des détournements, et nous avions saisi ces opportunités pour tonifier davantage et de l'accompagner efficacement. Sauf fait qu'il arrive avant. Tous ceux qui nous disaient qu'ils étaient en train de lutter contre la corruption, ce n'était que des simples slogans, les prisons seront remplies, plus rien ne sera comme avant. Tout ça, ce n'était que des simples slogans politiques. Mais cette fois-ci, nous avions senti qu'il y a vraiment une volonté. Chaque fois qu'il y a des rapports sur les présumés détournements, corruption, on sent la rage
du chef de l'État et sa détermination de dire allez-y, il faut démanteler, il faut mettre en difficulté toutes ces personnes concernées dans l'affaire. Donc cette volonté-là nous motive comme un service de contrôle de faire le travail. Alors, la matière, comme je l'ai dit, elle est vraiment abondante. Chers téléspectateurs, nous espérons que l'inspecteur général, chef de service, va nous accorder une prochaine interview pour épuiser cette matière, mais en tout cas ça a été un réel plaisir pour nous. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui monsieur Jules Alinguete, qui est inspecteur général, chef de service à l'inspection générale des finances. À l'entame de cette interview, je l'ai dit, le président de la République avait présidé la signature le jeudi 14 mars du contrat minier renégocié entre l'État congolais et le groupement des entreprises chinoises. Vous avez suivi, nous avons parlé de ça, l'inspecteur, le chef de service nous a longuement éclairé sur ça et nous avons également parlé de son bilan à la tête de l'inspection générale des finances. Encore une fois, Michel Nguete, merci, c'est un réel plaisir pour nous. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et passez une excellente suite de programme sur la RTNC.